Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un outil qui a vraiment révolutionné la façon de penser et la stratégie d'entreprise, le fameux Business Model Canvas. L'idée de départ est aussi simple que géniale. Comment est-ce qu'on peut bien visualiser toute une stratégie sur une seule et même page? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va voir pourquoi cet outil visuel est souvent bien plus efficace qu'un business plan classique. Ensuite, on plonge au cœur de la machine pour décortiquer les 9 blocs qui le composent. Après ça, on verra comment des entreprises bien connues s'en sont servies pour innover. Et pour finir, on verra comment ce canvas peut aider à raconter une véritable histoire stratégique. On commence donc par le pourquoi du comment. Pourquoi en langage visuel? Tout simplement parce que les business plans traditionnels, c'est souvent des pavés de texte hyper complexes. Et pour être honnête, une fois qu'ils sont écrits, ils finissent souvent au fond d'un tiroir. Il fallait trouver quelque chose de plus simple, de plus dynamique, pour que tout le monde puisse parler de stratégie. Et voilà la question que son créateur s'est posée. Comment faire pour représenter tous les rouages d'une entreprise, même les plus complexes, de façon simple, claire, et que tout le monde peut comprendre d'un seul coup d'œil? Parce qu'en stratégie, la complexité, c'est l'ennemi. Il fallait une solution radicale. Et cette solution, elle nous vient d'Alexander Osterwalder. Son coup de génie, ça a été de transformer des concepts un peu abstraits en un outil super visuel et accessible. Ce n'est pas juste un tableau à remplir, c'est une véritable plateforme pour discuter, pour débattre, pour créer ensemble. D'ailleurs, petite anecdote, le livre original a été co-créé avec 470 praticiens du monde entier. Ça vous donne une idée de l'esprit collaboratif. Et cette citation du livre, elle résume parfaitement la philosophie derrière l'outil. C'est ce qu'on appelle la pensée visuelle. Pas besoin d'être un grand dessinateur, hein. Le simple fait de gribouiller, de coller des post-it, ça rend les idées concrètes, ça les fait exister et ça lance la conversation. Allez, on attaque le cœur du sujet. Les 9 blocs qui forment le canevas. Il faut voir ça un peu comme l'ADN d'une entreprise. Chaque bloc est une pièce essentielle du puzzle et c'est la façon dont il s'emboîte qui crée la valeur. On commence par le tout premier bloc, le point de départ absolu de toute réflexion, les segments de clientèle. Pour qui est-ce qu'on crée de la valeur? Si on ne sait pas précisément à qui on s'adresse, que ce soit le grand public, un marché de niche, d'autres entreprises, eh bien tout le reste de la stratégie repose sur du sable. La clarté ici, c'est crucial. Juste après, on a la proposition de valeur. Ça, c'est le moteur de l'offre. Quels problèmes on résout pour nos clients? Quels besoins on satisfait? Il ne s'agit pas juste de lister des produits ou des services, mais de formuler très clairement le bénéfice qui rend l'offre unique et désirable. C'est la promesse faite aux clients. Troisième bloc, les canaux. Bon, on a le quoi et le pour qui. Maintenant, la question c'est comment on fait le lien entre les deux. Ce bloc, il couvre tout le parcours. Comment on communique, comment on distribue, comment on vend. C'est vraiment le pont qui relie l'entreprise à ses clients. Et ce pont, ça nous amène directement aux relations clients. Quel genre de lien on veut tisser? Est-ce qu'on mise sur une assistance très personnalisée? Au contraire, sur un service entièrement automatisé? Ce choix-là est super stratégique. Il a un impact direct sur l'expérience du client et bien sûr sur sa fidélité. Et bien sûr, le nerf de la guerre, l'argent. Comment est-ce que tout ça se transforme en chiffre d'affaires? C'est le blanc des flux de revenus. Est-ce qu'on vend un produit une fois? Est-ce qu'on propose un abonnement, une location, une licence? Une même entreprise peut avoir plusieurs façons de gagner de l'argent, en fonction de ses clients. Ok, on a vu toute la partie visible de l'iceberg. Maintenant, on passe en coulisses. Pour que tout ça fonctionne, il faut des ressources clés. Ça peut être des choses très concrètes comme des usines ou immatérielles comme des brevets, mais aussi des compétences humaines ou des fonds financiers. Bref, ce sont les atouts indispensables pour faire tourner la boutique. Ensuite, les activités clés. Là, on décrit ce que l'entreprise doit faire, les actions les plus importantes pour que son modèle tienne la route. Ça peut être produire quelque chose, résoudre des problèmes, gérer une plateforme. Ce sont les verbes d'action de l'entreprise. On le sait, personne ne réussit tout seul en affaires. Ce bloc identifie le réseau de fournisseurs, d'alliés stratégiques qui rendent le modèle possible. C'est une question d'optimisation, de réduction des risques ou simplement d'accès à des ressources qu'on n'a pas en interne. Et on termine avec le 9e bloc, celui qui ancre tout le modèle dans la réalité financière, la structure de coûts. En gros, c'est tout ce que ça coûte de faire fonctionner les ressources, les activités et les partenariats. L'équation est simple, il faut que l'argent qui rentre à droite soit supérieur à l'argent qui sort à gauche. C'est la base de la viabilité. Parfait. La théorie, c'est bien beau, mais voyons un peu ce que ça donne en pratique. Parce que la vraie puissance de cet outil, c'est pas de décrire ce qui existe déjà, mais bien d'inventer ce qui n'existe pas encore. C'est un outil pour l'innovation, et on va le voir avec quelques exemples.
Prenons un cas d'école, le Cirque du Soleil. Ils n'ont pas juste essayé de faire un meilleur cirque, non, ils l'ont complètement réinventé. En regardant le modèle classique, ils ont consciemment décidé de supprimer des choses qui coûtaient une fortune, comme les animaux ou les artistes stars. Et à la place, ils ont ajouté de nouvelles propositions de valeur, une vraie thématique artistique, une ambiance de théâtre. Résultat, ils ont attiré une toute nouvelle clientèle, des adultes, des entreprises, prêtes à payer bien plus cher pour une expérience unique. Autre exemple génial, la Nintendo Wii. Il faut se souvenir qu'à l'époque, dans le jeu vidéo, c'était la course à la puissance graphique entre Sony et Microsoft. Et Nintendo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé un seul bloc, le segment de clientèle. Au lieu de viser les hardcore gamers, ils se sont tournés vers les familles, les joueurs occasionnels. Et ce simple changement a tout bousculé. Ils ont pu innover différemment, avec la manette à détection de mouvement, réduire leurs coûts, et au final, ils ont créé un marché immense qui n'existait pas avant. On arrive maintenant au dernier point, et il est essentiel pour bien utiliser cet outil. Il ne faut surtout pas voir le canvas comme un document figé qu'on remplit une fois et qu'on oublie. Non, c'est un outil vivant qui est fait pour évoluer. Cette citation, elle résume tout. La vraie magie du canvas, ce n'est pas le papier ou le tableau blanc, c'est la conversation qu'il provoque. C'est un support pour le dialogue, pour tester des idées, pour mettre toute une équipe d'accord sur une vision commune. En fait, il faut voir chaque canvas bien rempli comme une histoire. C'est la narration de la façon dont une entreprise fonctionne. Qui sont les héros de l'histoire? Les clients? Quelle est leur quête, le problème qu'ils cherchent à résoudre? Et quelle est la solution magique qu'on leur apporte? La proposition de valeur. Quand on pense comme ça, la stratégie devient tout de suite beaucoup plus intéressante et facile à retenir. Et on va finir là-dessus. Que l'on soit entrepreneur, manager ou juste curieux, le business model Canvas nous pousse à penser de manière plus claire, plus créative, plus stratégique. C'est un outil pour dessiner le futur. Alors la question qui reste, c'est quelle sera la prochaine histoire à écrire ?